La plupart des agents des impôts travaillent dans une zone interdite au public. Nous avons exceptionnellement pu pénétrer dans ces lieux où le secret fiscal est bien gardé, car c'est ici que sont traitées nos déclarations de revenus. Alors parmi les milliers et milliers de dossiers, pourquoi certains déclenchent-ils les radars du fisc ? En fait, c'est un peu comme quand vous passez un contrôle de sécurité à l'aéroport. Selon ce que vous portez ou ce que contient votre bagage, il y a un tas d'éléments qui font sonner l'alerte. Et à Melun, c'est dans cet immeuble que se cache le premier radar. Là où Christophe épluche quelques dossiers. Christophe, c'est le contrôleur. Aucune déclaration n'arrive sur son bureau par hasard. Là, vous avez un listing de contribuables pour lesquels il y a des discordances. Ce qu'ils appellent une discordance, c'est un écart entre ce que le contribuable a déclaré comme revenu et ce que le fisc connaît déjà de vous. On s'y est habitué car cela fait des années que les employeurs ou les organismes sociaux les communiquent au fisc. Nos déclarations sont pré-remplies, c'est donc déjà une forme de pré-contrôle. Et si jamais on en change un montant, de suite, le dossier est repéré. Donc là, je choisis un contribuable. Christophe prend le premier dossier de sa liste et effectivement, il y a un bel écart. Donc il a déclaré 48 084 €. Et vous avez connaissance de combien de revenus ? De 64 291. Donc il y a une différence de 16 207. Je cherchais à savoir, oui. Donc là, je vais regarder les bulletins concernant le salaire de ce contribuable. Il vérifie sur la déclaration et refait le total des revenus déclarés par les employeurs. Apparemment, il y a un hic. A priori, je ne trouve pas l'explication au vu des éléments que j'ai à ma disposition. Je vais rédiger une proposition de rectification en indiquant les détails connus, le salaire net imposable connu par l'administration. Ce contribuable va devoir payer son dû à l'État, avec des intérêts de retard et une pénalité de 10%, le minimum prévu pour une simple anomalie. Et quand un dossier est épinglé, forcément ça donne à Christophe et ses collègues des envies d'aller fouiller plus loin. Dans le cas présent, il y a autre chose qui l'interpelle. Ce contribuable a déclaré des frais professionnels, notamment des frais kilométriques, pour se rendre en voiture à son lieu de travail. C'est prévu, il y a une case pour déclarer ses frais réels. Mais il ne faut pas oublier d'y joindre le détail du calcul de ces frais, ce que n'a pas fait ce contribuable. Je vais demander des justificatifs sur ces frais réels et notamment les dernières factures de réparation du véhicule où apparaît généralement le kilométrage. Vous allez sérieusement lui demander tout ça ? Oui, bien évidemment, oui. Et s'il n'arrive pas à justifier ses frais professionnels, le contribuable va voir son redressement s'alourdir. À ce premier radar, les agents comme Christophe se penchent donc sur les dossiers qui s'écartent des déclarations pré-remplies. Cela représente près de 2% des contribuables. Et tous les autres dossiers passent ce premier contrôle comme une lettre à la poste. Et tous les contribuables qui déclarent ce que leurs employeurs ont déclaré, ces dossiers-là, vous ne les traitez pas. On ne les traite pas. Vous avez bien entendu, lorsque votre dossier n'attire pas l'attention à première vue, parce que vous n'avez rien changé à votre déclaration, vous ne serez pas contrôlé à ce stade. C'est 98% des cas. Mais attention, même si a priori il n'y a aucune anomalie, les fraudeurs ne sont pas sortis d'affaire pour autant. Un deuxième radar les attend. Et cette fois-ci, le fisc a des techniques insoupçonnées pour les repérer. Pour décoder cette stratégie secrète, nous avons pu accéder à un autre service très discret. Ici, on cible des fraudeurs sans compter sur le hasard. Ne vous fiez pas au décor dénudé, car ici c'est le contribuable qu'on met à nu. Maximilien, c'est le programmeur. Il manipule un outil redoutable qui lui permet de créer des listes de cas à contrôler. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces listings ? Alors dans ces listings, justement, on identifie des risques qui peuvent être récurrents, que ce soit sur des revenus capitaux mobiliers, sur des traitements salaires. Des risques récurrents, autrement dit des fraudes régulières.
Ils en ont même fait une grille pour les répertorier. C'est un peu le tableau de bord justement pour la programmation du contrôle fiscal. Ils ont accepté de nous montrer quelques-unes de leurs cibles favorites. Si vous déclarez un enfant de plus de 25 ans, toujours à charge. Ou si vous avez une grosse prime de départ à la retraite, ça déclenche l'alarme. Si vous déclarez des salaires ronds et élevés, genre 100 000 €, nouvelle alarme. Ou encore, le grand classique, un couple avec enfant qui divorce. Des personnes séparées déclarent un enfant à charge alors qu'un seul des parents devrait le faire. Vous l'avez fait cette année, ça? Ça, on l'a fait cette année. Vous le faites tous les ans? On le fait tous les ans. Il y a comme ça plus d'une centaine de profils de fraude ciblés. Et chaque année, Maximilien peut aussi en choisir des nouveaux, selon ses priorités du moment. Comme par exemple, ceux qui déclarent trop de frais réels. À partir du moment où le contribuable déclare plus de 30% de frais professionnels, on a déterminé qu'il y avait un risque. Un risque de majoration de ses frais réels? Un risque de majoration de ses frais réels. Une fois ces critères choisis, c'est un jeu d'enfant. Son tableur lui permet de savoir tout de suite combien de contribuables sont concernés dans son département. Ce jour-là, il veut identifier les propriétaires qui n'ont pas déclaré en 2016 les loyers qu'ils touchent de leurs locataires. On va demander d'identifier tous les revenus fonciers des revenus 2016, donc pour l'impôt sur le revenu 2017. D'accord. Ça paraît un petit peu barbare, c'est du code, mais le principe est simple. Il demande à son logiciel de ressortir les contribuables qui ont déclaré des revenus fonciers supérieurs à 10 000 € en 2017, même chose en 2015, mais rien en 2016. Alors je vais regarder le résultat. On a 178 contribuables qui sont concernés. Qui ont peut-être omis de déclarer. Qui ont peut-être omis de déclarer les revenus fonciers en 2016. En bref, voilà donc un autre déclencheur d'alerte pour le fisc. Chaque forte variation de revenus d'une année sur l'autre risque de générer une vérification. Mais alors, pour ces 178 contribuables repérés en Seine-et-Marne, quel contrôle les attend vraiment ? Vous allez voir que le fisc dispose de moyens plutôt poussés pour examiner de près votre situation. Pour ce genre de mission, c'est un autre pôle qui prend le relais, celui de Fabienne, l'inspectrice principale, chargée des vérifications. Ce jour-là, elle a bien reçu le listing envoyé par Maximilien, le programmateur. Sur les 178 dossiers, il y en a un tout de suite qui attire son attention. Donc là, on a un cas où il semblerait que nos contribuables oublient de déclarer 25 000 € par an de revenus fonciers. Et en quelques clics, elle découvre que ce contribuable a déjà été contrôlé et même redressé par le passé. En plus, c'était pour des revenus fonciers omis. 2010, 2011, 2012, c'est exactement le même motif. Ce couple de contribuables n'avait pas déclaré ses revenus fonciers. Donc c'est de l'acharnement, vous mettez systématiquement sur des gens... C'est de l'acharnement, non. C'est le hasard qui fait la liste sur des critères objectifs. Il se trouve que cette personne revient sur cette liste parce que il semblerait que les revenus fonciers ne soient pas déclarés. Absence de locataire sur toute l'année 2016, ou bien encore un oubli de déclaration de la part de ce contribuable. Pour le moment, Fabienne ne le sait pas. Mais sans bouger de son bureau, elle peut enquêter en profondeur sur chaque contribuable. Et vous n'imaginez sûrement pas tout ce qu'elle peut savoir de vous sans même avoir besoin de vous le demander. On peut faire un droit de communication auprès de ERDF, GRDF, pour voir s'il y a une consommation électrique, pour voir si on a des consommations de gaz, pour voir si on a une occupation permanente du local. Consommation de gaz, d'électricité ou de téléphone, versement de caisse de retraite, de la CAF ou de la sécurité sociale, nombre de comptes bancaires, contrat d'assurance vie et revenus de l'épargne, et même les véhicules que vous possédez. Rien n'échappe à l'œil inquisiteur du fisc, sans oublier bien sûr vos biens immobiliers. Je me rends compte qu'il a un patrimoine assez intéressant. Donc je vais aller gratter pour voir ce qu'il y a dedans. C'est le risque.
Entre les griffes du fisc, une proie peut vite se retrouver bien plus attrapée que prévu au départ. Fabienne s'intéresse du coup à l'ensemble du patrimoine immobilier de ce contribuable. Car si sa valeur dépasse 1,3 million d'euros, il devra payer l'impôt sur la fortune immobilière. Vous regardez quel document en fait? Je pars sur une application informatique qui recense les biens. Oui, c'est souvent les immeubles. Mais ça veut dire que pour un contribuable lambda, vous arrivez à savoir tout ce qu'il possède en termes de biens immobiliers. Oui. Ça, c'est assez instantané, c'est ce que je découvre. C'est instantané. On a 4 biens immobiliers. 2 en région parisienne, l'un dans un village de charme et le second près d'une université. Ça vaut, entre 3 000 et 3 500 du mètre carré. Ouais. Donc au pied des facultés, c'est quelque chose qui a une vraie valeur marchande. Et pour les 2 derniers biens, c'est surtout leur évaluation qui l'a fait sourire. Dans une déclaration de succession, j'ai une maison à Biarritz, 125 mètres carrés, 200 000 euros. Ça vous paraît sous-évalué? Ça me paraît bien bas. Ça me paraît bien bas. Bah, on voit peut-être pas la mer de sa maison. Bah, je sais pas, je le sens pas, non. Puis on a un autre bien à Fontainebleau, dans un quartier très coté. Alors voilà, 163 mètres carrés, 300 000 euros, ça me paraît... Minoré. Ouais, je pense que ça peut aller jusqu'au double sans trop de problèmes, quoi. Donc on va essayer de voir si tout ce patrimoine-là dépasse le 1 300 000. Des estimations qui diffèrent entre le fisc et le contribuable, c'est souvent le nœud de l'affaire lors d'un contrôle. Dans ces cas-là, l'enquête peut être poussée très loin, jusque devant votre porte. C'est sur le terrain que Fabienne se rend dès que nécessaire. Direction ce jour-là Fontainebleau, dans le quartier même où ce contribuable possède sa résidence principale. Les services du fisc ont estimé qu'une maison avec jardin y valait 400 000 euros au minimum. Bien plus que l'évaluation du contribuable. Son argument, son jardin serait inutilisable. Il y aurait trop de nuisances sonores. La faute, soi-disant, au va-et-vient des bus, à cet arrêt. Fabienne veut en avoir le cœur net, ou plutôt l'oreille. Oh là là! Bon, vous avez tendu l'oreille? Ouais, et il y a son frère qui arrive là. Son frère a un deuxième bus. Ouais, moi, ça fait du bruit, mais c'est pas plus bruyant qu'une voiture, je pense. Hein. Je vais juste voir par là-bas. Oui. Plus en retrait. Par là-bas, car la maison se trouve en fait en deuxième ligne, derrière ces immeubles. La hauteur de son jardin va tomber par ici. Elle ne peut nous montrer son emplacement exact. Secret fiscal oblige. Mais d'ici, elle peut évaluer au plus juste le vrai niveau de nuisance sonore. Mais moi, là, tout de suite, maintenant, à ce niveau-là, alors que l'arrêt de bus est ici, je pense que oui, il doit entendre la circulation, peut-être, mais sans plus. Pour ne pas prendre de décision à la hâte, Fabienne va encore sillonner en voiture ce quartier résidentiel. Question nuisance sonore, de prime abord, cela paraît plutôt supportable. On va sortir pour se rendre compte du bruit ici. Parce qu'on est dans le secteur, là. Alors, je coupe le moteur parce que on entend les oiseaux quand même. Fabienne a beau quadriller tout le quartier, l'ambiance reste bien plus champêtre qu'urbaine. Bon, alors l'arrêt de bus, il est là-bas, un peu sur la gauche, quoi. Donc dans ce secteur-là, moi j'entends les voitures qui viennent de là-bas, j'entends les oiseaux. Mais Fabienne, oui. Vous n'avez pas d'appareil pour mesurer le bruit? Non, j'ai que mes oreilles. Son enquête n'a rien de très scientifique, mais sa religion est faite. On est sur quelque chose de beaucoup moins bruyant que ce que notre contribuable nous a indiqué. Moi, je ne prends pas l'argument de l'arrêt de bus comme un argument recevable pour baisser mon estimation. Fabienne maintiendra donc l'estimation réalisée par son service. De tels cas de fraude détectés en ciblant certains profils, cela a déclenché plus de 16 000 contrôles cette année en Seine-et-Marne. Mais est-ce vraiment suffisant à l'échelle d'un tel département? Maximilien a un peu de mal à nous l'avouer.
Mais ça représente qu'une toute petite partie des contribuables du département? Une petite partie, parce qu'il y a 730 000 contribuables sur l'ensemble du département, donc c'est à peu près 2% de l'ensemble des contribuables. Bon, alors des gens vont trouver que c'est pas beaucoup, que c'est une goutte d'eau. Bon, on priorise sur les enjeux les plus importants, parce qu'on ne peut pas contrôler l'ensemble des contribuables du département. Récapitulons, environ 2% des foyers fiscaux sont contrôlés par un premier radar, si une anomalie apparaît dans leur déclaration, la fameuse discordance. Encore 2% de plus le sont donc au niveau du deuxième radar des cibles programmées. Alors, passé ce stade, les tricheurs sont-ils définitivement hors d'atteinte? C'est là qu'un nouveau détecteur apparaît, une arme révolutionnaire anti-fraude. Cette fois-ci, c'est depuis la forteresse des finances publiques à Bercy que s'organise cette grande traque. Tout près de la gare de Lyon, dans cette annexe, la direction du contrôle fiscal a même recruté pour l'occasion des nouveaux limiers, au profil très particulier. Leur patron, Philippe Schall, a bien voulu nous les faire découvrir. Et surprise, ce ne sont pas du tout des spécialistes de la fiscalité. Pour commencer, avec leur look décontracté, ils ne ressemblent pas aux fonctionnaires de Bercy tels qu'on se les imagine. Et leur parcours détonne aussi un peu. François-Xavier, il a fait des études de statistitique. Oui, économétrie, c'est ça? C'est ça, j'ai économétrie. Voilà. Je fais du développement en base de données. Vous êtes informaticien en fait? Enfin, oui, exactement. Là, il y a un bureau plus spécialement avec des data scientists. Data scientist, c'est un nouveau métier. Des scientifiques qui sont en train de faire passer le contrôle fiscal de la préhistoire à l'âge du numérique. Si Bercy est si fier d'avoir recruté ces cerveaux, c'est parce que ces experts en mathématiques sont en train de construire une base de données gigantesque pour relier entre elles toutes les informations à notre sujet. Et ça change la donne. Et là, vous avez donc Sébastien Rioux qui, lui, dirige l'équipe Data Science. Vous allez voir que des cas de fraude jusque-là indétectables sont débusqués ici en quelques clics. Sébastien, c'est le data scientist. À titre exceptionnel, il est prêt à nous dévoiler certaines de leurs combinaisons. Elles ont d'abord visé les entreprises. Alors ça, au quotidien, ça c'est notre environnement de travail. Notre travail, ça consiste à écrire des programmes, des algorithmes informatiques pour travailler sur des bases de données. On ne va pas inspecter des dossiers par dossier, mais on va travailler sur l'ensemble des bases de données. Donc ce que je vois écrit là, c'est des choses c'est codé. Voilà, ça c'est du code informatique. Là, par exemple, il a programmé son ordinateur pour que les entreprises soient notées entre 0 et 100 sur le risque de minoration de leurs recettes, 100 étant le risque maximal. Pour ça, son logiciel compare des millions de données de chiffre d'affaires, de TVA et bien d'autres données qui figurent dans les déclarations fiscales des entreprises. J'ai un peu plus de 2 millions d'entreprises qui sont scorées sur justement cette fraude-là. C'est une fraude particulière. Fraude, minoration de recettes. Minoration de recettes. Et donc sur chacune de ces entreprises, vous voyez, donc là c'est le début du fichier, il y en a qui sont avec un score, donc le score varie de 0 à 100, donc là celle-ci elle est à 90,6. Ça veut dire que là, il y a potentiellement des chances qu'il y ait une minoration de recettes. Voilà, c'est-à-dire que là il y a une chance assez importante qu'il y ait une minoration de recettes. Cette entreprise vient d'être repérée par les puissants détecteurs des data scientists. Et à partir de là, Sébastien va plus loin. Il va scruter l'environnement de cette entreprise et notamment ses dirigeants. Je peux afficher là les liens de cette entreprise. Là, j'en ai 3, ils sont de nature différente. Alors c'est quoi? J'ai le dirigeant de cette entreprise. C'est aussi un identifiant académique, mais c'est le numéro de téléphone qu'a déclaré cette entreprise. Et j'ai aussi son adresse mail de cette entreprise. Et l'intérêt, c'est pas forcément de rester là, c'est ensuite de voir que ce dirigeant de cette entreprise, il possède en fait, il est dirigeant de d'autres entreprises. Donc 4 autres entreprises. 4 autres entreprises. Il va ainsi découvrir des petits secrets. On voit que cette entreprise-là a aussi le même numéro de téléphone que celle-ci. Ah oui, le numéro de téléphone est relié à cette entreprise-là. C'est ce qu'indique la flèche. D'accord. Si je clique sur un autre nœud qui est le numéro de téléphone, je vois qu'il y a une autre entreprise où nous, on n'a pas décelé forcément de lien avec le dirigeant, mais on décèle un lien avec le numéro de téléphone.
Voilà. Et tout ça, en fait, nous constitue ce qu'on appelle un réseau d'entreprises qui sont liées. Sébastien s'aperçoit que 2 entreprises de ce réseau ont déjà été contrôlées et même redressées pour près de 357 000 € et 226 000 €. Quand je vois ça, on se dit que pour ces 4 autres qui n'ont jusqu'à présent pas été contrôlés, ils ont un risque parce qu'ils sont en lien avec des entreprises fraudeuses. Fraudeur un jour, fraudeur toujours. Peut-être. En tout cas, ça lui met la puce à l'oreille. Donc sur celle-ci, rapport probable. Rapport probable. Sur les 4 entreprises de ce réseau, le fisc considère qu'il y a un risque de fraude. Sébastien va donc transmettre leur dossier au centre des impôts dont elles dépendent. Mais depuis fin 2017, Sébastien et ses collègues ne se contentent plus de surveiller les entreprises. Et pour les particuliers, vous allez faire ça? Ne me dites pas ça, je commence à trembler. On a déjà commencé à faire tourner un ensemble d'algorithmes sur les particuliers, notamment sur effectivement des entre guillemets anomalies de train de vie. Si je m'achète une belle voiture et que je n'ai pas reçu d'héritage, avec mes seuls modestes revenus de journaliste, vous allez quand même vous dire il y a un truc bizarre. Ce sera un indicateur en tout cas. Ça constituera probablement un indicateur. Puisqu'ils en savent déjà tant sur nous, ils vont donc pouvoir croiser ces données entre elles. Exemple, avec ce graphique. Chaque point, voilà, c'est une personne. Là, on va regarder par exemple les revenus, par exemple, cumulés ici sur 4 ans, avec le total des acquisitions immobilières. La ligne horizontale indique le total des revenus sur 4 ans d'un échantillon de contribuables. Plus on avance vers la droite, plus les revenus de ces personnes sont élevés. La ligne verticale représente le montant des achats immobiliers que ces contribuables ont réalisés l'an dernier. Plus on monte, plus ces biens valent cher. Regardez bien cette ligne verte. Pour tous ceux qui sont en dessous, on en déduit que leurs revenus leur permettent d'acheter de tels biens. Par contre, pour tous ceux qui sont au-dessus de cette ligne verte, il y a un sérieux doute. Moi, ce que je comprends, c'est que ce point-là, par exemple, ici, c'est quelqu'un qui a acheté un bien immobilier assez cher, alors que ses revenus sont assez faibles par rapport à votre échelle. Dans ce cas de figure-là, oui. Tous les gens qui sont ici, ce sont les 5 ou 1% les plus atypiques par rapport à l'ensemble de leurs caractéristiques. Tous ces individus atypiques sont en fait suspectés de minorer leurs revenus. Voilà tout l'intérêt de la révolution apportée par les data scientists. En croisant les données de millions de contribuables, ils peuvent faire ressortir ce qui s'écarte de la norme. Tout cela grâce à la masse de données que Sébastien peut légalement exploiter. C'est l'ensemble des sources de données qu'on utilise. Cette liste d'une centaine de fichiers permet aux data scientists de tout croiser entre les bases de données sociales, cadastrales, patrimoniales, jusqu'à des comptes bancaires exotiques. Et si j'ai un certain nombre de comptes en banque, vous le savez aussi. C'est ça. Et si c'est à l'étranger, les organismes étrangers nous délivrent tous les mois les résidents français qui détiennent des comptes bancaires à l'étranger. Avec ces nouvelles méthodes, nous n'aurons bientôt plus aucun secret pour le fisc. Déjà, les premiers fichiers issus des data scientists pour les particuliers arrivent dans les centres des impôts, comme celui de Melun. Tout un nouveau gisement de tricheurs, dont Fabienne va faire ses choux gras. C'est à peine croyable, mais certaines fraudes basiques lui échappaient jusque-là. Tout simplement parce qu'elles se jouaient d'un département à l'autre, le fisc n'y voyait souvent que du feu. Quand ça transite de Melun à Melun, ça transite bien avec mon service, il n'y a pas de souci, on se connaît tous. Quand ça vient d'autres départements limitrophes de la Seine-et-Marne, les liaisons papier ont un peu plus de mal à se faire. Exemple, avec cette faille mise à jour. Pour des professions libérales, il suffisait d'avoir leur revenu dans un département différent de celui où ils habitent. Comme leur revenu pro ne figurait pas sur leur déclaration pré-remplie, ils étaient souvent inconnus des services dédiés aux particuliers. Par exemple, ils travaillent dans le Loiret et ils vivent dans le sud de notre département. Donc dans le Loiret, ils ont leur revenu professionnel, tout va bien. Et dans le sud de notre département, leur impôt sur le revenu, mais ils oublient de porter leur revenu professionnel sur leur déclaration de revenus.
Fabienne a désormais un fichier de 48 contribuables de son département qui s'amusaient à berner le fisc de cette manière. Et maintenant qu'elle dispose de leurs revenus professionnels, elle ne va pas les louper. Mon petit monsieur, vous n'avez pas déclaré. En 2016, on a 19 751 €. Et en 2017, on a 21 329 €. Donc c'est pas des grosses sommes. C'est pas des grosses sommes, certes, mais c'est des sommes à déclarer quand même. Dans de tels cas, où le contribuable a abusé délibérément de la situation, le fisc a la main un peu plus lourde pour majorer la note. Là, on va lui faire une proposition de rectification. On va Sur lui les dire, 2 années ? Monsieur, voilà. À l'arrivée, on a notifié avec la majoration de 40%. Les droits de 1 914 €, un intérêt de retard de 11 € et une majoration de 40% à 766 €. Sur 2 ans, cela fait près de 5 400 € qui vont être réclamés à ce contribuable. L'an dernier, le fisc a ainsi notifié 18 milliards € de droits et pénalités aux contribuables et aux entreprises de l'Hexagone.